Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Mixing Génération, le podcast qui s'intéresse à la transmission entre les générations. Je m'appelle Mélissa Asli-Petit, je suis docteure en sociologie sur la thématique du vieillissement et des relations multigénérationnelles. J'ai décidé de lancer un podcast pour réinventer le regard sur le vieillissement. Je crois que mixer les générations, c'est ce qui changera le monde. Alors je veux donner la parole à des invités qui, par leur expérience de vie, par leurs actions, changent le monde et créent de meilleures conditions de vie pour les plus âgés, mais aussi pour nous, parce que cela nous concerne tous. Dans ce podcast, j'espère que vous serez inspirés et que vous aurez envie de créer ensemble un monde mélangé, ouvert, plus coloré, et surtout que vous prendrez conscience du lien puissant qui nous unit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Wyss. Elle est auteure de littérature jeunesse. J'ai découvert Nathalie en cherchant des livres pour enfants, donc pour ma fille, et j'ai tout de suite apprécié son univers. Nathalie a notamment publié Un marron dans la poche aux éditions L'Initiale, Le pays du si grand ciel aux éditions Kaléidoscope, Ta berceuse aux éditions Le Petit Castor, et elle sort prochainement L'arrêt de bus aux éditions Kaléidoscope. Alors merci Nathalie, bonjour. Bonjour, merci à vous. Alors peut-être pour commencer à évoquer et rentrer dans la thématique, comment est-ce que vous êtes devenu auteur et qu'est-ce qui vous a motivé à écrire pour la jeunesse? Alors donc moi j'ai commencé à écrire pour les enfants tout de suite, donc à l'âge de 10 ans. J'écrivais des petits livres que je faisais lire à ma famille, à mes amis. Je dessinais encore à l'époque. Et puis ensuite, j'ai un petit peu changé mon univers. Donc au départ, c'était voilà, des livres tout doux avec des animaux, etc. Et puis après, j'ai un peu grandi. J'ai commencé à écrire des histoires d'horreur parce que je lisais la collection Chair de poule que vous Mm, connaissez peut-être. oui. Et donc ensuite, j'ai commencé voilà, à écrire des histoires d'horreur. Je les faisais toujours lire à ma famille et à mes amis. Et puis pendant l'adolescence, j'ai arrêté d'écrire, à part des poèmes à gauche, à droite. Et puis à l'âge de 18 ans, j'ai recommencé à écrire des histoires pour enfants que j'ai proposées à des éditeurs pendant 5 ans avant d'être publiées. Donc voilà, ça c'est un peu le parcours. Après, ben, je pense que j'ai commencé à écrire parce que j'adorais lire. Je passais des heures à lire et donc je crois que j'avais envie de faire la même chose comme un enfant qui joue au foot parce qu'il adore le foot. Enfin, donc, euh, donc voilà. Et puis pourquoi pour les enfants? Alors, en fait, c'est quelque chose qui est venu assez naturellement. Je me suis toujours, ouais, ça a toujours été pour les enfants, les jeunes. Je pense que ben, j'adore déjà la période de l'enfance, j'adore la période de l'adolescence. C'est des moments de ma vie que j'ai beaucoup aimés et qui me fascinent même. L'adolescence, je trouve ça formidable. Je crois que je suis une des seules. Je trouve ça très fascinant, quoi. Et en plus, bah, dans la littérature jeunesse, c'est vrai que il y a quelque chose de très doux, là, il y a de l'insouciance, on a le droit d'être gentil, on a le droit d'aimer, enfin voilà, il y a quelque chose qui me parle beaucoup, qui me correspond en fait, tout simplement. Il y a une lumière, il y a de l'espoir, enfin voilà, la littérature enfin, adulte est quand même un peu plus, voilà, on est moins dans la douceur, l'insouciance et la naïveté. On peut pas, voilà, si on écrit un roman pour adultes et puis qu'on est tout naïf, je sais pas. Mais voilà, donc moi, c'est vraiment un univers qui est tendre, qui me parle, que j'adore. C'est vraiment une sorte d'abri, quoi, de lieu où voilà, tout est permis, tout est possible, mais toujours dans la douceur. Donc voilà, c'est ça. Mais je trouve ça beau parce que peut-être que les parents aussi peuvent se retrouver dans cette douceur en lisant à leurs enfants ou en lisant Mhm. avec leurs enfants ces livres pour enfants. Bah, si ça marche, alors c'est gagné. C'est sûr. Et je me demandais quand vous racontiez, qu'est-ce qui vous fascine alors sur l'adolescence? Que vous y dites, vous êtes fasciné.
Bon, je pense que ça a aidé que j'adore mon adolescence parce que je sais que pour beaucoup c'est pénible. Je sais pas, ces adolescents pleins de transformations, cette rébellion, c'est ce qu'on ressent en fait en tant qu'adolescent quand on c'est ces découvertes, tout est inédit, les amitiés, les amours, enfin je trouve ça extraordinaire. Tout est, comment dire? Au niveau des sensations, des émotions, c'est multiplié, je trouve ça formidable, quoi. Voilà, tout est nouveau et puis on croit que tout est possible et je trouve ça génial. Et peut-être aussi que dans les ouvrages, vous racontez aussi cette possibilité et ces relations qu'on peut avoir et qu'on peut tisser avec d'autres personnes. Dans plusieurs de vos ouvrages, vos personnages sont âgés. Donc je me Mmh. demandais d'où venaient vos sources d'inspiration. Alors bon, moi je pense, de mes grands-parents sûrement, mes grands-parents paternels avec qui j'avais, une très forte, relation, qui ont énormément compté, dans ma vie, d'enfant, d'adolescent et d'adulte et qui continuent, malgré voilà, leur absence. Donc voilà, je pense que c'est eux qui m'ont le plus, voilà, inspirée. Ils sont dans la plupart de mes livres, hein, d'une manière ou d'une autre ou complètement. Et puis, j'aime beaucoup les enfants et j'aime aussi beaucoup les personnes âgées. C'est peut-être, lié à leur vulnérabilité peut-être ou une sorte de fragilité comme ça ou c'est vrai que quand je vois des enfants, j'ai envie de prendre soin d'eux. Quand je vois des personnes âgées, j'ai aussi envie, de prendre soin d'eux. Je sais pas, il doit y avoir, quelque chose un peu comme ça. Mais, c'est sûr que, c'est mes grands-parents, j'imagine, qui m'inspirent encore et toujours, Mm. pour toujours. Oui, parce que quoi, je me rends compte autour de moi quand j'échange avec des gens qui travaillent sur la thématique, par exemple, du vieillissement ou qui mettent des personnages, en effet, âgés dans certains de leurs réflexions. On voit bien comment ça vient souvent des grands-parents et comment ils Mmh. nous influencent, même des fois bien après leur décès. Et, Mmh. et ce que vous me disiez, c'était que dans Un marron dans la poche, ça avait été fortement inspiré par votre grand-mère. Oui, Elle vous a dit de mettre des marrons dans votre poche. oui. Oui, alors j'avoue que pour cet album, j'avais pas inventé grand-chose. Vraiment, c'est vraiment elle, à tous les niveaux. C'est drôle parce que l'illustratrice qui n'a jamais connu ma grand-mère, a dessiné une grand-mère qui lui ressemble en plus, donc c'était assez dingue. Et oui, alors donc tous les automnes, c'est elle qui me disait: «Ah, il faut ramasser le premier marron qu'on voit, il porte chance, il faut le garder dans sa poche». Et puis elle avait plein de marrons partout qui traînaient, dans ses sacs, dans lequel j'avais pas le droit de fouiller, mais j'aimais fouiller dans son sac, enfin bref. Donc non, vraiment, si on veut connaître ma grand-mère, il faut lire ce livre et on sait tout, ouais. Elle était voilà, j'ai vraiment pas inventé grand-chose, donc voilà. Et dans cette relation avec elle, aujourd'hui, alors peut-être certes en tant qu'auteur, mais aussi en tant que femme, vous en tirez quoi? Beaucoup de choses, hein, des souvenirs déjà, de l'amour, de la tendresse, et puis, c'est vrai que, les grands-parents, ouais, enfin tout ce qu'elle m'a transmis, elle savait le nom de toutes les fleurs. Je me souviens qu'avant sa mort, on avait été faire un tour, en chaise roulante. Elle me racontait le nom des fleurs et je me suis promis qu'un jour, je saurais le nom des fleurs, ce qui n'est pas le cas du tout. Mais enfin je pense plein de petites choses au final qui sont des toutes petites choses de la vie, mais qui restent, indélébiles et puis qui nous accompagnent. C'est vraiment, ouais, cet accompagnement que je trouve fantastique, c'est que ça reste en nous et puis, c'est vraiment des compagnons de vie, un peu des béquilles, voilà. Moi chaque automne, je ramasse, un marron, je le mets dans ma poche et puis je fais la même chose avec mes enfants qui peut-être feront la même chose avec leurs enfants. Du coup, ma grand-mère, elle perdure, elle est toujours là et peut-être que c'était sa maman qui faisait ça. Enfin voilà, c'est aussi une continuité, une sorte d'infinité finalement. Les gens, vivent à travers nous encore et encore. Mm. Et c'est ça qui est beau, je trouve, c'est ces transmissions de génération en génération. Parfois, on sait ce qu'on transmet, et parfois, on n'en a pas conscience.
Et c'est Mmh. aussi ce que vous mettez dans le livre Ta berceuse, où là, c'est une berceuse qui est transmise alors de femme à femme à travers Mmh. ces générations. Euh, Vous avez pris une berceuse, peut-être que vous auriez pu prendre autre chose. Alors, bah, la berceuse, c'est ma grand-mère justement qui me la chantait, voilà, je me souviens quand j'étais petite et mes parents me la chantaient aussi et puis, ben, moi je la chantais à mes enfin, je la chante à mes enfants et j'ai écrit cette histoire une nuit avec ma petite, qui devait avoir 3 mois et voilà, une nuit, encore une nuit compliquée et j'arrivais plus à dormir et puis, je me suis mise à écrire cette histoire. Donc voilà, donc là, c'est vraiment une berceuse que m'a transmise, ma grand-mère et je trouvais beau justement, voilà, cette, berceuse. Enfin, elle me touche d'autant plus parce que c'est ma grand-mère qui me l'a chantée et puis mes parents et puis elle a beaucoup plus de signification que Dodo, l'enfant d'eau, que Mm, enfin, pour mm. moi. Enfin voilà, je trouve ça assez, unique, quoi. Mais c'est vrai que je pense que ça a plus de sens ou plus de force quand on Oui. transmet une Mmh chanson ou une berceuse là, qui mh. vient en fait de notre famille et qui a été chantée à plusieurs Exact. reprises dans d'autres univers. Oui, ouais, ouais, c'est fascinant, je trouve. C'est vrai que ça y met du coup, il y a beaucoup plus de force, ça, c'est sûr, c'est plus intense et puis ça a plus de sens, ouais. Ouais, puis Mmh. voilà, pour certains c'est de l'immatériel et puis plus pour d'autres parfois bah, c'est du matériel avec des objets qu'on peut Oui, transmettre, mais si, oui. Mmh. En effet, je pense qu'il y a un mot qui était intéressant que vous avez pu dire, c'est indélébile. Et Mmh. ça reste marqué, gravé en nous toute notre vie. Mmh. Exactement, ça nous accompagne, ça nous nourrit, tout le temps. Mm. Enfin, je veux dire, et puis même, rien que des souvenirs, des moments passés, des ouais, enfin, je sais pas si vous avez ça, moi j'ai souvent des souvenirs, qui comme, un peu intrusifs comme ça, qui me viennent au quotidien et souvent j'ai des souvenirs avec eux et puis je trouve ça formidable. C'est des voilà, des jolis moments. Rien que ça, c'est fantastique. Ouais. Ben, moi, je m'en rends encore plus compte, j'aurais envie de dire, bah, depuis que j'ai ma petite, où en fait, je prends Mmh conscience de situations, alors d'enfance, que moi j'ai mh. pu vivre, certes avec maman, mais aussi avec ma grand-mère, et que je vois Mmh. ma maman devenir grand-mère. Oui, Donc c'est aussi intéressant de voir que nous aussi on change de position oui, et oui. qu'on peut-être j'ai l'impression d'être une médiatrice dans la transmission que je vois entre ma mère et ma fille, quoi. Oui, oui, c'est dingue, hein. C'est magique. Oui, c'est vraiment ça. Et dans cette question de la transmission, on voit bien là comment nos grands-parents ou même nos parents peuvent transmettre. Est-ce que d'une certaine manière, vous pensez aussi que peut-être les petits-enfants peuvent transmettre à leurs grands-parents? Oui, alors, bah, ça c'est sûr, hein, bah, déjà leur insouciance, leur joie de vivre, leur amour aussi, hein, qui est tellement, pur. Et puis, bah, justement aussi peut-être ce sentiment de que la vie continue, après soi, je crois qu'il y a quand même quelque chose de voilà, d'une continuité et puis, voilà, je pense cette insouciance, les magies de la vie, quoi. Les enfants, bah, c'est magique, cette vie-là qui émerge, qui grandit, qui pousse comme c'est voilà, puis je pense que tout ça, bah, c'est beau pour, des personnes, qui sont âgées et puis qui savent bien qu'ils en ont pas encore pour, 50 ans. Enfin, c'est prendre tout ça en bagage, pour le prochain voyage, quoi. Mmh. C'est beau, je trouve. Oui, puis peut-être que ça aussi éclaire des moments de vulnérabilité qu'ils peuvent avoir vis-à-vis Mmh. de cette relation où il y a la magie de la vie dans toute sa puissance, peut-être. Exactement, oui. Puis c'est vrai que, ben, c'est les interrogations qu'on a, tout au long de notre vie, sur la vie, pourquoi, comment, bah, des fois, voilà, au final, je pense que, son petit enfant, enfin sa petite fille, son petit garçon peut suffire à répondre à plein de questions. Vous pensez à quoi comme question? Bah, pe pourquoi la vie? Où on va après? Enfin, les questions un peu existentielles, que tout un chacun se pose. Et puis, bah, après voilà, j'ai l'impression que des fois, il suffit de regarder un enfant, qui joue, et puis voilà, on se dit: «Bon, ben, finalement».
Elle est là la réponse. Enfin, en ce qui me concerne, hein, Oui, c'était oui, oui mais c'est vrai qu'il y a ce fait d'être présent à l'instant, d'être, heureux de vivre, qui mmh permet aussi, je pense que l'instant quand présent aussi qu'ils ont, voilà, que nous on perd, mais ouais, c'est sûr. et dans ces questions existentielles, d'une certaine manière, quoi, vous en abordez une dans Le pays du si grand ciel avec, la question du deuil et la Mmh mh. question de la mort. Donc, peut-être juste pour expliquer, donc c'est une petite fille et une grand-mère, ça se passe en Mongolie, et il y a toute cette relation qui s'installe entre ces deux protagonismes et la grand-mère qui décède à la fin. Mmh. Et je me demandais qu'est-ce qui a motivé la rédaction de cet ouvrage, où là vous abordez vraiment des questions existentielles. Alors, bon, au tout départ, donc moi j'ai voyagé en Mongolie en fait. J'ai fait un mois de voyage là-bas, jadis et je suis tombée amoureuse de ce pays. J'ai trouvé vraiment, extraordinaire à tout point de vue et du coup, j'avais envie d'écrire une histoire qui se passe en Mongolie pour les enfants, pour leur faire découvrir un autre monde parce que c'est vraiment un autre monde, au plus proche de la nature. Enfin voilà, j'avais envie d'aborder enfin, de parler de ce pays. Et puis ensuite, l'histoire, voilà, le deuil, bah, encore une fois, la grand-maman avec la petite fille. Donc c'était autant lié à ma propre grand-mère, mais aussi justement à ce que vous disiez tout à l'heure. Maintenant, je vois ma mère devenir grand-mère et son lien avec ma fille. Et donc, voilà, j'avais aussi envie de lui dédier ce livre. Je le dédie à ma maman parce que bah, c'est une super maman, mais c'est aussi une super grand-maman. Et bah, c'est beau de voir la relation qu'elle a avec mes enfants qui évolue, etc. Et donc voilà, donc c'était ça que j'avais envie d'aborder. Et puis le deuil, ben, parce que voilà, les grands-parents finissent par partir. Et comme moi j'ai été très touchée enfin, par ça, ben, j'avais envie de le partager avec les enfants. Mais ce que j'avais surtout envie de dire, c'est que parce que la grand-mère, donc à la fin, elle décède, mais elle se transforme en loup, donc elle reste au final. Elle est là tous les soirs. Elle chante à la lune tous les soirs avec sa petite fille. Et du coup, c'était ça qui était important pour moi, c'était de dire, mais ça, c'est vraiment lié à mes propres croyances, de dire aux enfants que voilà, même si on perd quelqu'un de très cher, il s'en va pas complètement, il est toujours là d'une certaine manière. C'est vrai que moi, je crois assez sincèrement que mes grands-parents peuvent être un petit papillon qui viendrait se déposer sur mon épaule ou un coucher de soleil ou à travers la nature, mais à travers la chance, à travers plein de choses de la vie. Enfin, et qui vivent à travers nous, en nous. Et puis voilà, je crois que c'était ça en fait que je voulais aborder avec les enfants, c'était cette continuité, c'est que la personne part physiquement, mais elle est toujours là, hein, quelque part. Donc c'était voilà, donc là c'est l'image du loup où Nomine, voilà, et sa grand-mère, elle est toujours là. Donc c'était ça que je voulais dire aux enfants. Mais c'est intéressant parce que vous abordez ces sujets qui sont des sujets importants de la vie, euh, et le livre là devient médiateur, c'est-à-dire que pour le parent, eh bien, s'il y a un décès ou un futur décès dans la famille, eh bien, il peut aussi utiliser ce livre pour pouvoir aborder cette thématique plus facilement avec les enfants, quoi. Moi, je vois vraiment aussi les ouvrages, oui, comme des médiateurs pour Mmh. questionner certains sujets ou pouvoir les aborder plus facilement avec les petits, quoi. Mmh. Ah oui, oui, alors, bah, complètement, c'est le but, c'est l'idée. Après, voilà, si ça peut aider, alors, on est content, c'est sûr. Ça, ce serait formidable. Et ce sujet-là, en effet, où vous dites c'est je dirais la grand-mère reste à travers le loup. Euh, mais je trouve aussi que dans l'ouvrage, vous faites de cette petite fille une petite fille courageuse, un peu intrépide. Et la grand-mère aussi, elle est là en support pour l'accompagner dans son propre parcours de courage. Mmh. Oui, exactement, oui, oui, à la fin, elle débarque sur son cheval. Ouais, ouais, bah, les 2 sont courageuses et bah, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut peut-être transmettre ou essayer de transmettre.
Et puis, ben, c'est vrai qu'aujourd'hui dans la littérature jeunesse, parce que moi je suis libraire aussi, donc spécialisée en littérature jeunesse, voilà, c'est important, aujourd'hui aussi de montrer des petites filles, courageuses, et voilà, des femmes courageuses. Donc voilà, aujourd'hui, on essaye enfin j'essaye de et je vois que les auteurs, autrices essayent aussi de, voilà, de mettre en avant le courage, des filles aussi. C'est Oui, important. oui, et c'est vrai que c'est important de les montrer, parce que ça donne probablement du courage à ces enfants aussi. Il y avait un documentaire américain qui dit, après Hunger Games et le dessin animé Rebelle, qu'il y a eu une augmentation assez significative des petites filles aux États-Unis qui ont appris le tir à l'arc. Super. Et donc on voit bien comment, je dirais, Mmh. Ah, c'est ces génial. films, ces dessins animés influencent. Ouais. Ah, c'est formidable. Ouais, super. Et dans ce livre, on est vraiment plongé dans la Mongolie. Et Mmh. comment vous avez travaillé avec l'illustrateur en plus, la grand-mère, quoi, moi je la trouve belle, euh, particulièrement belle, même mal, quoi, avec ses rides, quoi. Ses rides parlent de la vie et du temps. Comment vous travaillez pour construire ces personnages? Alors, en fait, la plupart des illustrateurs de mes livres, pour ne pas dire tous, je ne les ai jamais rencontrés, hein. Donc, tout se passe par Internet, parce que la plupart habitent en France. Donc voilà. Et puis, on ne travaille pas ensemble au niveau de l'illustration. Je veux dire, l'illustrateur fait son travail. Il travaille beaucoup avec l'éditeur ou l'éditrice. Et puis moi, je suis plus en retrait avec finalement un avis à donner quand le travail est à peu près terminé. Donc voilà, mais j'adore ça, j'adore le fait de découvrir les illustrations terminées. C'est tellement incroyable d'après mon histoire, d'après ce qui est sorti de ma tête. C'est complètement magique. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas tellement de mots à dire sur les illustrations. C'est plus une surprise pour moi, au final. Et donc, en fait, à aucun moment, vous, dans l'écrit, vous notez, je sais pas, voilà ce qui Mmh. pourrait se passer dans les images, voilà comment pourrait être la personne. Non, du tout. Je l'ai jamais fait et puis, en fait, c'est parce que j'aime beaucoup l'idée de vraiment laisser libre cours à l'illustrateur ou l'illustratrice qui lui, enfin, c'est son travail, j'ai envie de dire, c'est sa part d'imaginaire. Et puis j'adore voir ce qui en ressort, en fait. Mm. Donc moi, je donne pas du tout d'instructions. Et puis je pense que ils sont contents comme ça aussi, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Et puis alors après, si à la fin je trouve vraiment catastrophique, je peux en parler, mais c'est rarement le cas. Donc, donc voilà, donc ça va. Et dans votre regard, est-ce que vous êtes vigilante quand même, quand vous recevez les illustrations, vous êtes vigilante à certains éléments liés, par exemple, euh, à la personne âgée, comment elle pourrait être, comment elle devrait être, ou rien, vous laissez les surprises. Rien, rien. Je fais vraiment confiance à l'illustrateur et puis je le laisse faire voilà, Mm. son travail, ce qu'il a envie. Et puis j'accepte, enfin, voilà, je reçois les illustrations comme un cadeau. Et puis voilà, quoi. Rien de. Voilà. Mais je comprends bien cette idée de surprise parce que moi j'écris des articles pour un média qui s'appelle Vive sur la question des femmes de plus de 45 ans et les articles sont illustrés. Ah, Voilà, par des petites illustrations et donc c'est aussi intéressant de voir comment en fait l'article prend vie oui, avec l'illustration et donc dans la tête de l'illustratrice, quoi. C'est un duo intéressant sur une autre thématique. Mais en fait, j'entends bien cette notion de surprise et laisser l'illustrateur ou l'illustratrice s'emparer c'est ça. du texte. Mhm. Ouais. Et l'interpréter à sa manière, c'est génial. Ouais. Et d'une certaine manière, je pense que vous allez sûrement me répondre que c'est la surprise, mais moi, ce que je vois aussi dans vos ouvrages, c'est la question un peu intersectionnelle, c'est qu'il y a une diversité des personnages. Dans Ta berceuse, les personnages sont d'origine africaine, ou en tous les cas afro. Mhm. Bah, là, pour le si grand ciel, on est
en Mongolie. Alors ça, c'est posé dès le début et dans le cadre, mais je trouve que cette diversité, elle est aussi intéressante en fait de la part de ces personnages. Oui, alors c'est bon, alors la Mongolie, voilà, c'est moi qui avais choisi, mais pour la berceuse, c'est vraiment l'illustratrice qui, dessine, principalement que des gens afro-descendants Mm. et c'est génial parce que enfin, j'étais très contente que ce soit le cas parce que c'est vrai qu'en littérature jeunesse, ben, il y a de plus en plus de diversité culturelle, mais ça reste quand même compliqué pour les familles afrodescendantes de trouver des livres avec des personnages voilà, qui ont la peau d'une autre couleur. Enfin, j'ai souvent entendu des parents un peu démunis et puis je trouve ça juste horrible. Donc voilà, donc les choses sont un peu en train de bouger, de changer, enfin j'espère en tout cas. Et il y a même chez nous en Suisse une famille qui a créé ses propres livres, qui a lancé sa propre maison d'édition dont j'ai oublié le nom, avec justement des personnages qui ont la peau noire pour que ben, leurs enfants puissent s'identifier vraiment quoi. Et je trouve ça voilà, bah, c'est génial, mais je trouve un peu triste qu'il faille en arriver là. Donc voilà, je suis contente que la berceuse soit voilà, un peu plus diversifiée et que j'espère que voilà, qu'il va toucher des familles voilà, afrodescendantes. Oui, et tout type de famille. Oui, oui, mais aussi, voilà, si, en plus ça peut répondre à un manque, c'est génial. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a un besoin de s'identifier, en tous les cas pour les enfants, et je trouve que malgré tout aussi d'identifier ses relations avec ses grands-parents à travers les ouvrages, quoi. Cette transmission, si on l'a pas, on a besoin de la vivre et on a besoin de la voir aussi à travers d'autres Mmh. supports, et donc le livre en est un, quoi. Savoir s'identifier. C'est sûr. Ouais. On arrive à la fin. Donc, le podcast s'appelle Mixing Génération et donc porte sur la transmission entre les générations. Vous, Nathalie, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre cette année? Alors, bah, si je peux transmettre un peu de douceur, c'est gagné, donc voilà, je veux dire, un peu de douceur. Mais c'est aussi très bien et nécessaire. Je me demandais, est-ce que, vous aimeriez que je vous lise, quelque chose d'assez personnel, mais qui, selon moi, comment dire? Enfin, voilà, représente bien ce qu'est, à mon avis, la transmission, grands-parents, enfants. En fait, c'est le texte que j'ai écrit pour l'enterrement de mon grand-papa. C'est court, hein, je vous rassure et les dernières phrases, voilà, je trouve que c'est vraiment ça, c'est ce que je ressens par rapport à ce qu'on disait, ces traces indélébiles qui nous restent, et cetera. Je ne sais pas si vous avez le temps ou quoi. Allez-y, avec grand plaisir. Alors bon, j'ai pas pu le lire à l'enterrement, c'est, quelqu'un d'autre qui l'a lu pour moi. Alors, donc voilà. Alors c'est comme ça, grand-papa, c'est comme ça que tout s'arrête. Fallait bien que ça arrive, hein, parce que la vie est ainsi faite. Et à vrai dire, qu'est-ce qu'on y peut, toi et moi? Maintenant, il y a le salon vide et le canapé. Il y a le soleil pourtant, qui brille dans ton jardin et sur le champ de blé. Il y a ton souvenir, qui brille lui aussi. Et puis vient l'heure des j'aurais pu, j'aurais dû. J'aurais dû passer plus de temps à tes côtés. J'aurais dû t'apporter des fleurs de toutes les couleurs. J'aurais dû laisser entrer les oiseaux dans ta chambre pour qu'ils prennent soin de ton cœur. J'aurais dû te chanter des chansons et te parler des saisons, encore et encore. Et surtout, j'aurais dû te crier je t'aime, avant, bien avant. Alors, grand-papa, maintenant que t'es plus là, je te demande pardon pour tout ce que j'aurais pu ou aurais dû. Mon papa dit que tout passe. Je le crois, mon papa, je le crois toujours. Je sais que le chagrin, les larmes et la peine passent, je le sais bien. Je sais bien que les hivers, la neige et le froid passent, je le sais bien. Mais toi je te garde, grand-papa, en moi, tout au fond de moi, rien que pour moi. Comme une canne qui porte, comme un chapeau qui protège, comme une main qu'on donne et qu'on serre contre soi, pour toujours. Merci, grand-papa, d'avoir été ce grand-père-là. Eh bien, merci beaucoup, c'est vraiment très beau. Et c'est son anniversaire aujourd'hui, il aurait eu 98 ans. Alors, voyez, si c'est pas
un signe de lui. Qu'est-ce que c'est? C'est exactement ça, pouvoir partager ce qu'il vous Voilà. a transmis et surtout lui dire que vous l'aimez encore. Oui. Bah, merci beaucoup Nathalie. Ben, merci à vous. C'était Mixing Génération. Merci à Nathalie Wyss pour notre échange. Allez lire ses livres, mais aussi allez lire de la littérature jeunesse, car il n'y a pas d'âge pour lire de la littérature jeunesse. Et juste veiller peut-être à voir quelle figure a les grands-parents dans ces histoires et essayer de trouver peut-être des livres un peu atypiques avec des personnages pleins d'énergie et de subtilité. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous donner des idées d'invités ou à relayer l'épisode. À très bientôt.